La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces 13h du mardi 3 décembre 2019. À la une, des menaces, des perturbations planent à nouveau sur l'année scolaire. La synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016 a déposé un préavis de grève de 10 jours sur la table du gouvernement. Vibration du pont des Martyrs, les usagers se posent des questions. Le directeur national des routes, Mamadou Nama Keita, nous donne des explications. Et puis nous parlerons sport en fin d'édition avec Nana Samake. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le développement dans un instant avec Mariam Kamara. Bienvenue à tous. Je l'annonçais dans les titres, des menaces de perturbation planent à nouveau sur l'année scolaire. Un préavis de grève de 10 jours a été déposé sur la table du gouvernement par la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Les enseignants réclament l'application de l'article 39 de leur statut général, faute de quoi les cours s'iront aux arrêts pendant la dite période. Les détails avec l'un des responsables syndicaux, Abdurrahman Maïga, au micro d'André Traoré. Les syndicats signataires du 15 octobre, nous avions déposé un préavis de grève de 10 jours, du 16 décembre 2019 au 20 décembre, et une deuxième tranche du 6 janvier au 10 janvier 2019. Si la revendication n'est pas satisfaite, la revendication est toute simple. Il s'agit de l'application de l'article 39 de la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018, qui dit que toute augmentation intervenue sur le statut final est de plein droit s'appliquer au groupe du statut final des enseignants. Donc cela veut dire que si nous sommes partis hier en grève, au dépôt d'un préavis de grève, parce que l'État ne s'est pas honoré son engagement. Le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Boussissé, nous avait promis lors d'une rencontre, d'une audience au niveau de la primature, de dire qu'il va se plier à la loi. C'est la loi qui le dit. S'il y a une augmentation au niveau du statut final, nous on doit appliquer. Donc si le Premier ministre chef du gouvernement n'est pas tenu engagement, la faute incombe au gouvernement maintenant. Si nous sommes partis en grève, la faute c'est le gouvernement du Mali, ce n'est pas les enseignants. À l'instant, Abdraman Maïga, l'un des syndicats de la signature du 15 octobre 2016. Former les jeunes et les femmes dans l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage. C'est l'un des objectifs que s'est assigné le réseau international de droit américain à travers sa filiale au Mali, Yes Inc. Mali. Le réseau annonce la fin des activités de son programme décennal 2012-2020. C'était au cours d'un point de presse organisé ce week-end au siège de l'organisation à Korofina. Reportage de Souri Ibrahim Keita. Ce sont des milliers de jeunes et de femmes qui ont bénéficié de cette formation en entrepreneuriat initiée par le réseau américain Yes Inc. Mali. Écoutons Khalilou Dama, coordinateur du réseau Yes Inc. au Mali. Le programme décennal d'incubateur d'entreprises pour les femmes et les jeunes est en cours de réalisation à travers une phase pilote. Au cours de cette phase pilote, nous avons pu déjà engager à peu près 55 000 jeunes et femmes en entrepreneuriat à travers le Mali et à quelques pays africains. Alors nous avons pu, à travers un Impact Agenda de 33 séries d'activités, mettre déjà des activités pertinentes à la disposition des femmes et des jeunes qui sont déjà incubés. Nous leur octroyons de l'expertise avec des activités spécifiques comme l'activité d'aujourd'hui qui est Itigini Entrepreneurship Academy, l'académie de l'entrepreneuriat. Cette activité va durer 1 mois. Plusieurs activités s'annoncent pour ce mois, à savoir des porte-à-porte pour faire connaître les produits des entreprises, des ateliers métiers, des expositions. Le réseau bouclera sa série d'activités avec le Forum Impact économique prévu pour le 4 janvier 2020. Il regroupera différents instituts de recherche agronomiques et des universités maliennes sur la problématique de l'entrepreneuriat dans l'agrobusiness.
Merci Souri Ibrahim Keïta. Premier congrès ordinaire de l'Alliance pour la police République du Mali, APRM. La rencontre s'est tenue ce week-end au Carrefour des Jeunes de Bamako. L'Alliance pour la police République du Mali, APRM, a vu le jour le 20 janvier 2019 pour renforcer la capacité des syndicats. Écoutons sergent-chef Seydou Kabaradji, secrétaire général de l'Alliance pour la police République du Mali, APRM, des propos recueillis par Étienne Nyari. La tenue de ce congrès offre l'occasion à l'Alliance pour la police République du Mali, APRM, de se pencher sur la situation sécuritaire du pays, de faire une analyse objective et faire les propositions concrètes aux plus hautes autorités du pays. C'est aussi une tribune pour l'Alliance pour la police République du Mali, APRM, de débattre la question relative aux conditions de vie et de travail des policiers sur l'ensemble du territoire national et surtout de parler de l'avenir du mouvement syndical au sein de la police. Bientôt, une session spéciale du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Ce CSA doit permettre de clarifier des positions sur 2 points de l'accord qui ne font pas l'unanimité entre les parties signataires. Il s'agit des questions de gouvernance locale et celle de l'armée reconstituée. Kassim Traoré. Des dispositions de l'accord pour la paix posent problème aux autorités maliennes. La première pilule amère à avaler est nichée dans le titre 2 de l'accord intitulé « Questions politiques et institutionnelles ». Il est précisé que la région est dotée d'une assemblée régionale élue au suffrage universel. Le président de l'assemblée est élu au suffrage universel direct. Il est également le chef de l'exécutif et de l'administration de la région. Dans les allées du pouvoir malien, il est estimé que cet article ôte tous les pouvoirs au gouverneur de région nommé par le président de la République. Autre pilule amère à avaler pour le gouvernement malien, c'est l'article 22 du chapitre 9. Le dit article stipule « Les forces redéployées devront inclure un nombre significatif de personnes originaires des régions du Nord, y compris dans le commandement, de façon à conforter le retour de la confiance et faciliter la sécurisation progressive des régions. La non-application des 2 articles selon les ex-rebelles constituera un coup de frein fatal à l'application déjà impossible de l'accord issu d'Alger. L'un des titres de ce journal, Vibration du pont des Martyrs, une problématique qui enflamme les réseaux sociaux. Les usagers se posent des questions sur sa vibration. Elle est jugée normale selon les techniciens de la Direction nationale des routes, dont le directeur Mamadou Namankeita. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de pont qui est construit qui ne subit pas des vibrations, il n'y en a pas. Le pont de Rafad vibre 10 fois plus que le pont de Martyrs. Mais c'est dans des normes strictement maîtrisées. Pour être avec des chiffres, poutre, elle est tablée. Entre les appuis des ponts de Martyrs sont faits pour subir des vibrations maximum. Ce qu'on appelle flèche de 14 mm. Régulièrement, nous inspectons le pont. Je dis régulièrement, c'est ça qui dit que les ponts doivent être inspectés autour de 10 ans. La dernière auscultation, qui est une inspection qui a été faite, ça a été fait en 2006. Donc pour nous, c'est des mouvements de vibrations très normaux qui s'opèrent sur le pont. C'est à cause de ça qu'on a été quand même surpris de voir sur les réseaux sociaux appelant les gens à ne pas emprunter ce pont pour le motif qu'il est en train de bouger. Il n'en est absolument rien. Nous restons sur la piste. Le festival des motards s'est tenu ce week-end à Bamako sur la place du Cinquantenaire. Plus de 200 motards venus de toutes les communes du district de Bamako, de Kati, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire étaient présents pour dynamiser cette discipline sportive au Mali. L'objectif de ce festival organisé par le club des motards du Mali CMM est d'apprendre aux passionnés de ces grosses cylindrées les règles du code de la route, mais aussi le respect des autres usagers de la voie publique. Écoutons Habibba, président du club des motards du Mali. Cette édition est mise sous le signe de la sécurité routière, la sensibilisation de tous les usagers, surtout les conducteurs d'engins à 2 roues,
la sensibilisation au port du casque, au respect du code de la route et au respect des autres usagers de la route. Il y a des conférences débats, la sensibilisation, la formation. Il y aura une formation qui sera donnée par la protection civile qui est un de nos partenaires privilégiés. Ce club a pour objectif principal la sensibilisation, l'éducation et la formation des conducteurs d'engins à deux. Nous faisons aussi des actions humanitaires. On a un fonds qui est là, que chaque membre s'acquitte d'une cotisation mensuelle. Dès que le montant a atteint un certain niveau, soit on choisit un CSCOM, soit une école privée d'un ou deux villages, puis on les apporte le peu qu'on a. En marge des festivités de la 12e édition de la Biennale de la photographie, le Fonds africain pour la culture a annoncé les résultats de son deuxième appel à proposition. Sur 700 postulants, 20 projets ont été retenus, dont 4 présentés par des Maliens. C'est au Musée national que les résultats ont été proclamés. On en sait plus avec Kassim Traoré. C'est devant un parterre d'hommes de culture, dans le petit restaurant du musée, que les résultats de l'appel à candidature du Fonds africain ont été présentés. Jean-Luc, coordinateur du Fonds africain. Nous avons en fin de compte sélectionné 20 projets en art de la scène et 20 projets en art visuel. Pratiquement toutes les régions de l'Afrique sont représentées, ont été représentées dans la sélection. Pour cette première initiative, les bénéficiaires auront 6 millions de francs CFA pour réaliser les œuvres retenues. Mahmoud Dafé, initiateur du Fonds africain. Le financement, il faut compter 10 000 euros par projet. Notre portefeuille, c'est 10 000 euros par projet. Donc après, tu peux faire le calcul. C'est le deuxième appel. Donc dans 3 mois, nous allons faire un troisième appel. C'est aussi le lieu de lancer un appel aux artistes du Mali. Parce que je crois savoir que le premier appel, il y a 2 artistes maliens qui ont bénéficié. Et parmi cet appel aussi, il y a 2 ou 3. Présente à cette cérémonie, le ministre de la Culture a soutenu les initiateurs et félicité les bénéficiaires. Ndiaye Ramatoulaye Diallo. D'encourager d'autres initiatives, d'autres artistes à faire de même pour les prochaines éditions. Est à l'endroit des mécènes, à l'endroit des hommes qui croient à la force de la culture pour le développement de l'Afrique. Quel bel exemple aujourd'hui de la culture comme facteur de développement économique et social. Le fonds s'apprête à lancer son 3e appel à candidature à partir du mois de mars prochain. Merci Kassim Traoré. Quelles sont les relations entre Amsterdam et Bamako, particulièrement sur la question des archives de la photographie? Le projet est également au centre de la Biennale de la photographie. Il a été visionné à travers une vidéo documentaire au Musée national de Bamako. C'est un projet de 3 jeunes photographes de la diaspora. Auréa Christiane Ba, historienne de l'art originaire du Cameroun, nous donne des éclaircissements au micro de Mariam Kouyaté. Étant donné que la direction artistique de la Biennale de Bamako de cette année a bien vouloir créer des coopérations avec des institutions qui existent à travers le monde. Et pour nous, il était important d'expérimenter Amsterdam, Bamako, quelles sont les relations, est-ce qu'il y a des relations, nous venant du continent, est-ce qu'il pourra y avoir des relations qui sont créées entre Europe et Afrique, et particulièrement sur la question des archives, comment est-ce qu'on retrouve nos différentes histoires, comment est-ce qu'on se retrouve quand on est dans une archive européenne qui est particulièrement destinée à l'art contemporain, et comment est-ce qu'on trouve notre place aussi dans le continent africain, particulièrement à Bamako, dans des archives qui sont peut-être plus nationales et historiques que artistiques. Les archives à Bamako, Amsterdam sont protégées d'une différente manière, qui a un attachement plus à la question de la mémoire qu'à la question de la matière, de l'objet, de la photographie en tant que papier. Comment est-ce qu'on conserve ce papier? Est-ce que c'est plus le papier qui est intéressant que l'histoire derrière ce papier-là? Et aussi la façon à laquelle les gens sont vraiment ouverts, les différentes personnalités qu'on a rencontrées. Comment est-ce qu'il y a des rapports entre les différentes institutions, mais aussi un attachement personnel des personnes qui sont garantes de ces archives-là. Une autre exposition de photos à Bamako, c'était le week-end dernier. Cette exposition était organisée par Fatoumata Diabaté, photographe. Nous l'écoutons au micro d'Étienne Niaré.
Montrer au public et ma démarche en tant que photographe. Pour cela, j'ai intitulé le nom Mini Mono. Ça veut dire le mini monographie de mon parcours, entre guillemets. Et parler de la photo, je suis photographe depuis une quinzaine d'années maintenant. Lancement du projet d'App for Africa. Ce projet est initié par l'entreprise DeBev Consulting, siégée en Côte d'Ivoire, vise à promouvoir le cinéma africain et aussi de briser la barrière linguistique en Afrique pour permettre à la zone francophone de comprendre les films réalisés en anglais. La rencontre s'est tenue hier lundi dans un restaurant de la place à Bamako. Écoutons Evra Doué, responsable technique de Bev Consulting, au micro de Bibata Mamo Touré. App for Africa, c'est un projet qui a été initié par DBV Consulting pour promouvoir le cinéma africain. Donc, promouvoir le cinéma africain, il s'agit de quoi? Il s'agit de briser tout ce qui est barrière linguistique entre les différentes parties de l'Afrique. Et donc, prendre un film qui est réalisé en anglais, le traduire en français pour permettre à la zone francophone de connaître ce film, de pouvoir le regarder. Faire la même chose, prendre un film qui est en français, le doubler en anglais et le vendre dans la zone anglophone. Et on peut aussi prendre des films faits dans les langues locales, les traduire dans d'autres langues locales de d'autres pays africains et puis aussi permettre à ces pays-là de pouvoir connaître ces productions cinématographiques. Le tennis est une discipline sportive complète. Sa vulgarisation pose d'énormes problèmes à travers le pays. La méconnaissance de cette discipline sportive par le public sportif malien interpelle les dirigeants et joueurs. Ils sont tous décidés à se faire connaître. Le reportage de Bourahima Diallo. Présent au Mali depuis l'époque coloniale, le tennis est pratiqué par une frange de personnes, mais les dirigeants veulent changer la donne. Mamadou Bouaré, directeur technique national de la Fédération malienne de tennis. Une discipline à part, c'est différent du football et du basket. On a une spécificité, le terrain de tennis, la mesure, les revêtements, rien n'est pareil. Vous voyez bien qu'il y a du gazon sur le football par exemple, mais le tennis c'est ou bien du goudron ou bien du ciment. Bon, il y a aussi, on fait du tennis aussi sur l'artificiel tel que le tartan qui se joue sur un terrain à peu près 37 mètres comme ça de longueur et sur 17-18 mètres. La détermination des dirigeants du sport des raquettes est forte, mais les difficultés sont nombreuses. Mamadou Bouaré, DTN de la Fédération malienne de tennis. Pour la régularité, à plus forte raison, le tennis. Beaucoup de gens même qui disent que le tennis c'est un sport de bourgeois. Mais évidemment, ça demande des moyens comme toutes les autres disciplines, mais il faut reconnaître que le tennis est méconnu au Mali, donc beaucoup plus de difficultés aussi. Parce que même les matériels, ça vient pas. Il y a les infrastructures aussi. Les joueurs sont également décidés à mouiller le maillot pour le salut de la balle des raquettes. Youssouf Traoré, joueur de tennis. Le tennis parce que c'est un sport très bien, qui est complexe. C'est l'un des sports le plus complets. C'est pour ça que j'ai choisi le tennis. J'ai déjà donné un trophée au Mali. Ça c'est un tournoi qui se déroule au niveau de sous-régional. Le nouveau projet, on est basé sur le développement du tennis pour le futur joueur. Il faut signaler que la Fédération malienne de tennis compte près de 700 joueurs qui ont leur licence à travers le Mali. Comme annoncé dans les titres, nous bouclons ce journal en football. Avec moi dans ce studio, Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Mariam Kamara. Bonjour à toutes et à tous. Une sélection malienne des moins de 23 ans s'apprête à partir pour la Chine dans le cadre d'un tournoi amical. Sur invitation de la Fédération chinoise de football, une sélection nationale du Mali composée des joueurs âgés de moins de 22 ans participera du 8 au 14 décembre prochain à un tournoi amical en Chine. Selon les explications du bureau de presse de la Fédération malienne de football, cette compétition enregistrera la participation de 4 pays, à savoir le Mali, le Tadjikistan, la Syrie et la Chine, pays hôtes. Toujours selon les communicateurs de la FEMAFOOT, le Mali disputera son premier match le 8 décembre contre la Syrie. Pour le compte de la deuxième journée, les Aigles U22 affronteront le Tadjikistan et le 11 décembre lors de la troisième journée. L'équipe qui est dirigée par les sélectionneurs des Aigles locaux, Nouhoum Diané, croisera donc le fer avec le pays hôte qui est la Chine. Le retour de la délégation malienne à Bamako est prévu pour le 15 décembre prochain.
Ballon d'Or 2019, l'Argentin Lionel Messi a remporté hier son 6e Ballon d'Or France Football devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Il succède ainsi au palmarès du Croate Luka Modric. Messi est désormais le recordman du nombre de Ballons d'Or avec 6 récompenses contre 5 pour Cristiano Ronaldo. Le Néerlandais Matthijs de Ligt du Juventus de Turin, ancien capitaine de l'Ajax Amsterdam, remporte le trophée Copa du meilleur jaune et succède à Kylian Mbappé. Le Brésilien Alisson Becker de Liverpool inaugure une nouvelle récompense en s'adjugeant le tout premier trophée de Lev Yashin de l'histoire attribué au meilleur gardien de but. L'Américain Megan Rapinoe remporte, elle, le Ballon d'Or féminin. 13h20 dans le studio. Djeli Baba Sissoko, voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kamara, mise en onde à Boutioté. Dans un instant, votre émission sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.